Conférence de presse de Sergueï Lavrov à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, Johannesburg, 21 février 2025. Nous avons conclu la réunion ministérielle du G20 qui s'est tenue à Johannesburg. Tout d'abord, je tiens à remercier nos amis sud-africains, à travers les médias, pour l'excellente organisation des discussions, tant sur le fond que sur la résolution des nombreuses questions protocolaires et logistiques. Le thème principal des échanges entre les ministres des Affaires étrangères a été l'importance de renforcer la voix des pays en développement dans la prise de décision mondiale. C'était le fil conducteur de nos discussions. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine. Depuis l'année dernière, l'Union africaine est devenue un membre à part entière du G20. La Ligue des États arabes et les communautés d'Amérique latine et des Caraïbes souhaitent obtenir le même statut. Nous saluons cette dynamique et estimons qu'à ce stade, l'Union économique eurasienne pourrait également prétendre à un statut similaire, car toutes ces organisations démontrent une dynamique positive en termes de contribution au développement des relations économiques internationales. Nous avons présenté notre vision des problèmes internationaux et des moyens de les résoudre à une époque où les réalités multipolaires commencent à être reconnues par de plus en plus de pays. Il est évident pour nous, et pour les pays des BRIC, que la multipolarité est en marche. Les statistiques le confirment. Les pays des BRIC ont dépassé le G7 en termes de produit intérieur brut, PIB, combiné. Les BRIC représentent 37% du PIB mondial, contre 29% pour le G7. Cela soulève encore plus fortement la question de la nécessité de réformer les institutions économiques mondiales afin qu'elles reflètent le poids réel des pays du Sud, de la majorité mondiale, dans l'économie mondiale, et bien sûr, la nécessité d'établir des relations économiques non discriminatoires. Nous en avons discuté activement, et la Russie est prête à contribuer pleinement à la poursuite des progrès dans ce domaine, car il reste de nombreux problèmes à résoudre. La majorité des participants à la réunion de Johannesburg ont constaté que les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030 ont très peu de chances d'être atteints. Selon les estimations, seulement 17% de ces objectifs ont une chance d'être réalisés. Parallèlement, les inégalités augmentent dans le monde, ainsi que d'autres problèmes des pays en développement. Nous saluons bien sûr les mesures qui pourraient être prises, comme le transfert supplémentaire de technologies, le financement préférentiel accru pour les pays en développement et l'augmentation de l'aide alimentaire. Ces mesures sont les plus urgentes, mais elles ne suffiront pas à changer radicalement la situation. L'économie mondiale se caractérise par une croissance disproportionnée des dépenses de défense et militaires. Selon les estimations des experts occidentaux, ces dépenses s'élèvent à 2,4 billions de dollars par an. L'exemple flagrant est le régime de Zelensky, qui a absorbé des centaines de milliards de dollars d'aide militaire, qui auraient pu être dépensés pour des programmes vitaux de développement à travers le monde, en particulier en Afrique. D'ailleurs, le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale battent des records en soutenant le régime de Zelensky, en accordant des prêts et des crédits bien supérieurs aux fonds alloués aux pays africains et autres pays en développement. Nous avons noté que la stabilité mondiale est ébranlée, ce qui a un impact extrêmement négatif sur l'économie mondiale. Nous avons appelé nos collègues occidentaux à respecter les normes internationales reconnues, en soulignant l'importance de restaurer le rôle des Nations Unies comme lieu de coordination des actions des États et d'élaboration d'un équilibre équitable des intérêts. Nous avons également souligné le rôle stabilisateur des structures multilatérales dans les relations économiques internationales, qui fonctionnent sur la base du consensus, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasienne, l'Union africaine, la Ligue des États arabes et le CELAC mentionnés précédemment. Tout cela crée des opportunités supplémentaires pour résoudre les problèmes au niveau régional. Au niveau mondial, l'attention de tous est attirée par le rôle joué par les BRIC, et nous avons informé en détail nos collègues des résultats du sommet des BRIC de l'année dernière à Kazan, où un certain nombre d'idées prometteuses ont été formulées dans le cadre du mandat du G20, notamment des accords sur le lancement de mécanismes de paiement et de règlement des BRIC, d'une plateforme d'investissement et d'une bourse céréalière. Le G20, si nous parlons des structures qui jouent un certain rôle dans les relations économiques internationales, conserve globalement son rôle de plateforme de dialogue entre les anciens et les nouveaux centres de pouvoir, et nous nous sommes prononcés en faveur du maintien du profil économique de cette association, comme cela avait été prévu et convenu dès sa création en 2008, sans politisation de l'agenda du G20, comme nos collègues occidentaux tentent de le faire ces dernières années, cherchant à ukrainiser l'agenda. Ces tentatives ont toujours été infructueuses, mais elles prennent beaucoup de temps et d'énergie aux participants,
en particulier aux Sherpas. Nous avons attiré l'attention de nos collègues sur une date très significative, d'autant plus que cette date est célébrée lors de la présidence africaine du G20 cette année, à savoir le 65e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Notre pays, alors l'Union soviétique, a joué un rôle de premier plan dans l'adoption de ce document historique, et malgré les succès réalisés depuis par les pays du Sud qui se sont libérés du joug de l'exploitation, le problème n'est pas entièrement résolu. Il reste 17 territoires non autonomes dans le monde, et la dépendance coloniale a largement cédé la place à une dépendance néocoloniale. Les anciennes métropoles et les multinationales occidentales ont monopolisé les marchés et les chaînes d'approvisionnement, utilisant leurs avantages pour extraire les ressources naturelles et les matières premières des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, puis ajoutant de la valeur dans leurs propres usines, en tirant un profit maximum de l'ensemble du processus. Cela est anormal au XXIe siècle, et c'est pourquoi nous soutenons nos partenaires des pays de la majorité mondiale, qui s'expriment de plus en plus fort et de plus en plus fermement pour se libérer des pratiques néocoloniales. L'Afrique du Sud, qui préside le G20 cette année, clôt une série de présidences des BRIC, qui a commencé en 2022 avec l'Indonésie à la tête du G20, suivie par l'Inde en 2023 et le Brésil en 2024. Cette séquence de présidence des BRIC à la tête du G20 a bien sûr donné un résultat positif, qui a permis de renforcer la position du Sud global dans notre forum, et tout cela contribue à l'établissement d'un ordre mondial multipolaire plus juste, basé sur l'égalité souveraine des États, comme l'exige la Charte des Nations Unies, et sur tous les autres principes de la Charte dans leur intégralité et leur interconnexion. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats de la réunion. Les désaccords, bien sûr, n'ont pas disparu, mais le dialogue continue. C'est toujours utile, et je pense qu'à Johannesburg, nous avons réussi à donner une impulsion positive à la poursuite de l'interaction au sein du G20, à accroître l'attention sur les problèmes urgents du continent africain, mais aussi des autres pays du Sud global. Et dans l'ensemble, c'est une contribution utile, je dirais même positive, au travail en cours, en préparation du sommet du G20 à Johannesburg en novembre 2025. Question sur la Russie. Vous avez dit que le G20 est avant tout une association économique, et pourtant les représentants de l'Afrique du Sud, en ouvrant les yeux de leur représentation parmi d'autres, parmi les défis économiques, se sont fixés pour objectif d'obtenir un consensus sur la crise ukrainienne au sein du G20. Comment voyez-vous la possibilité d'un tel consensus, compte tenu de la composition des participants? Eh bien, je ne suis pas au courant que les Sud-Africains se soient fixés un tel objectif, mais en tout cas, j'ai suivi attentivement comment ils ont pris leurs fonctions et comment nos Sherpas ont travaillé. Ils n'avaient pas une telle tâche. Ils nous ont confirmé, j'ai été reçu hier par le président Ramaphosa, aujourd'hui nous avons eu une longue conversation avec le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, ils ont confirmé qu'ils soutiennent pleinement la nécessité de ne pas s'écarter du mandat initialement convenu du G20. Les questions commerciales, financières, économiques, logistiques, de transport. Donc je n'ai pas vu, et mes collègues non plus, qui ont travaillé à la préparation de la réunion ministérielle, n'ont pas vu une telle tendance. Les États-Unis, à un haut niveau, ont ignoré, comme nous le savons, la réunion ministérielle à Johannesburg, alors que les sommets et réunions précédents avaient été ouvertement torpillés. Avec l'Occident, des tentatives de mettre l'agenda ukrainien en avant, vous en avez parlé. Comment neutraliser une influence aussi destructrice de l'UE, et dans ce contexte, y a-t-il un avenir pour le G20? Vous savez, comme vous l'avez dit, les réunions précédentes ont été torpillées par l'Occident avec des tentatives de les ukrainiser. Je dirais que ce n'est pas tout à fait exact. Les tentatives précédentes de l'Occident d'ukrainiser l'agenda du G20 ont été torpillées par les autres participants à cette association. Si vous regardez les documents finaux, lorsque tous les participants du G20 ont finalement accepté, dans le cadre de compromis, d'inclure un petit texte sur les problèmes géopolitiques, vous n'y trouverez rien qui pourrait être rejeté par la partie russe. L'année dernière, il a été question de nombreux problèmes, notamment, en 2024, lors du sommet, le problème palestinien, ce qui se passe dans le secteur gazier et au Moyen-Orient en général. Mais pour parvenir à un accord sur ces petits textes, nos experts ont passé beaucoup de temps, et l'influence sur les problèmes de la Palestine, de l'Ukraine, de l'Afrique, où les conflits se rallument, n'a aucun effet. Parce que pour toutes les situations de crise politique, il existe des formats appropriés. Mais d'un autre côté, je note positivement que ces insertions dans les déclarations des leaders du G20 n'ont en rien affecté le fond des discussions économiques, des accords qui répondent aux intérêts de la formation d'un monde multipolaire, qui sont formulés dans ces documents. S'il vous plaît, Komsomolskaya Pravda. La minorité mondiale agressive devient de moins en moins nombreuse chaque jour, mais pas moins agressive pour autant.
Avec le temps, Scholz, Macron, qu'Allah deviennent de plus en plus mécaniques. À votre avis, sur quoi comptent-ils et que vont-ils faire? Cela m'étonne moi-même. Kaja Kallas est intervenu ici au G20 avec le même ensemble d'accusations, a proclamé des plans qui ne permettraient pas à la Russie de prendre sa place légitime dans le monde. Il y a probablement un élément tragicomique dans tout cela. J'ajouterai aussi sa déclaration sur la réunion russo-américaine à Riyad le 18 février, lorsqu'elle a déclaré que l'image télévisée, où se tenaient les ministres des Affaires étrangères de la Russie, le secrétaire d'État américain et les conseillers à la sécurité nationale de Moscou et de Washington, a donné l'impression au monde entier que la Russie était victorieuse. Cette mentalité n'a pas disparu. Depuis longtemps, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, lorsqu'il a fallu construire de nouvelles relations entre la partie européenne et l'Eurasie, c'était soit avec nous, soit contre nous. En 2004, lors du premier coup d'État en Ukraine, que nous considérions comme une manifestation de la politique systémique de l'Occident. Ces problèmes ont donc persisté et se sont aggravés. En 2004, le ministre des Affaires étrangères de Belgique, lorsque sous la pression des États-Unis, la Cour suprême ukrainienne n'a pas reconnu la victoire de Yanukovych au second tour et a ordonné un troisième tour de scrutin non prévu par la Constitution, je m'excuse, c'était la Cour constitutionnelle ukrainienne, qui a ordonné un troisième tour de scrutin non prévu par la Constitution, qui a été manipulé sans limite et a finalement abouti à la victoire de Yushchenko. Juste avant ce troisième tour, le ministre des Affaires étrangères de Belgique a publiquement déclaré « J'appelle les électeurs ukrainiens à faire le bon choix, soit ils sont avec la Russie, soit ils sont avec l'Europe ». Et cette attitude de confrontation n'a pas disparu, elle cache le désir de ne laisser personne échapper au contrôle, à l'influence des pays occidentaux, comme ils tentent de le faire encore aujourd'hui dans toutes les parties du monde, y compris dans l'espace post-soviétique. Et en parlant de ceux qui tentent aujourd'hui d'exprimer une évaluation des pays occidentaux et de ne pas permettre une division des pays occidentaux, je ne peux pas ne pas mentionner le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, qui parle comme s'il était le président d'un très grand et puissant pays, et non un fonctionnaire qui doit refléter le consensus de tous ses membres. Quand il court partout dans le monde, même dans les capitales des pays membres de l'OTAN, en exigeant de ne pas permettre un règlement pacifique qui permettrait à la Russie de tirer quelque avantage que ce soit de l'opération militaire spéciale, selon nos informations, il conseille Zelensky, en lui indiquant la nécessité de tenir bon, de ne pas montrer de faiblesse avant le début des négociations et, souligne-t-il, l'inadmissibilité pour Kiev de laisser entendre une quelconque possibilité d'assouplissement des positions, encore moins, comme ils disent, de concessions territoriales. Bien sûr, c'est une mascarade. Bien sûr, cette personne, en l'occurrence Rutte, abuse de ses fonctions, viole grossièrement ses obligations fonctionnelles, car nous savons que loin de tous les membres de l'OTAN adoptent une position aussi fanatique, loin de tous veulent continuer à dépenser de l'argent pour armer l'Ukraine, loin de tous veulent subordonner tout le travail de l'OTAN et de l'UE aux caprices de M. Zelensky. Donc, vous savez, la vérité finira par triompher. Vous voyez déjà des voix plus raisonnables s'élever non seulement dans certains pays européens, mais aussi à Washington. Nous avons longuement parlé des résultats de nos négociations, le président a abordé ce sujet à plusieurs reprises. Et l'essentiel n'est pas que nous cédions à quelqu'un ou que quelqu'un nous cède. Ce ou bien ne devrait pas exister. Il devrait y avoir une compréhension que la politique et la diplomatie, c'est avant tout un dialogue, une volonté d'écouter son interlocuteur et une volonté de trouver dans ses propos ce qui coïncide avec ses propres intérêts. C'est alors qu'un consensus émerge sur certaines questions, ce qui ne signifie pas que les désaccords seront complètement résolus. Cela n'arrivera jamais. Mais l'essentiel est que là où les intérêts coïncident, il faut obtenir des résultats et les mettre en pratique, y compris dans l'économie. Et là où ils divergent, il ne faut pas permettre que cette divergence dégénère en confrontation, encore moins en confrontation chaude. S'il vous plaît, ouvrez. Tout le monde a salué notre rencontre. Tout le monde comprend que ce n'est pas la fin de l'ère de la confrontation entre la Russie et l'Occident, mais le fait que le début d'une conversation en soi est un retour à la normalité, tout le monde le reconnaît et l'accueille favorablement. Et la façon dont les personnages tragicomiques à la tête de la bureaucratie bruxelloise et de l'OTAN ont réagi à la rencontre à Riyad est très révélatrice. Le simple fait que des représentants de deux grandes puissances se soient assis et aient parlé, exposé chacun. Résumé du discours de Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov a ouvert son discours en remerciant l'Afrique du Sud pour l'organisation réussie de la réunion ministérielle du G20 à Johannesburg, soulignant l'importance des discussions sur le renforcement de la voix des pays en développement dans les décisions mondiales. Ensuite, il a abordé la question de la multipolarité, affirmant qu'elle est une réalité incontestable, soutenue par des statistiques claires.
Les BRICS représentent désormais 37% du PIB mondial, dépassant ainsi le G7 29%. Cela l'a conduit à insister sur la nécessité d'une réforme des institutions économiques mondiales pour refléter le poids croissant des pays du Sud. Dans la même lignée, Lavrov a salué l'intégration de l'Union africaine comme membre à part entière du G20 et a exprimé son soutien aux demandes similaires de la Ligue arabe, de la CELAC, Communauté d'Amérique latine et des Caraïbes, et de l'Union économique eurasienne. Il a ensuite évoqué les objectifs de développement durable, ODD, déplorant leur faible taux de réalisation. Seulement 17% des objectifs pourraient être atteints d'ici 2030, et soulignant l'urgence d'agir face aux inégalités croissantes et aux défis des pays en développement. Par ailleurs, Lavrov a critiqué les dépenses militaires excessives, 2,4 billions de dollars par an, et dénoncé l'aide militaire massive à l'Ukraine, qui, selon lui, aurait pu être utilisée pour soutenir le développement en Afrique et ailleurs. Il a également mis en avant le rôle stabilisateur des organisations multilatérales comme les BRICS, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans la promotion de la stabilité économique et politique. Ensuite, Lavrov a appelé au respect des principes de la Charte des Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des États, tout en critiquant les tentatives occidentales de politiser le G20 en y introduisant des questions comme la crise ukrainienne. Il a également dénoncé les pratiques néocoloniales des anciennes puissances coloniales et des multinationales occidentales qui exploitent les ressources des pays du Sud tout en monopolisant les chaînes de valeur. En ce qui concerne l'avenir, Lavrov s'est félicité des résultats de la réunion de Johannesburg qui a permis de renforcer la position des pays du Sud et de préparer le terrain pour le sommet du G20 en novembre 2025. En réponse aux questions des médias, il a rejeté les tentatives de politiser le G20, critiquant les actions de l'Occident, notamment l'OTAN, dans le conflit ukrainien. Il a également dénoncé les sanctions contre la Russie comme une violation des principes économiques internationaux, tout en soulignant la résilience de l'économie russe face à ces mesures. En conclusion, Lavrov a affirmé que la multipolarité est irréversible et que le G20 reste un forum essentiel pour promouvoir un ordre mondial plus juste et équilibré, tout en intégrant les intérêts de tous les pays, y compris ceux de l'Occident. Ce discours, riche en analyses et en propositions, offre une vision claire des priorités de la Russie sur la scène internationale et des défis à relever pour construire un monde plus équitable. Le discours de Sergueï Lavrov à Johannesburg a offert une vision ambitieuse et critique de l'ordre mondial actuel, mettant en avant la montée en puissance des pays du Sud, la nécessité de réformer les institutions internationales et la lutte contre les pratiques néocoloniales. Mais qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec l'idée que la multipolarité est l'avenir inévitable de notre monde? Pensez-vous que les pays en développement devraient avoir plus de poids dans les décisions mondiales? Ou croyez-vous que l'Occident reste indispensable pour maintenir la stabilité globale? Laissez votre avis en commentaire et participez au débat. La question de l'équilibre des pouvoirs dans le monde vous concerne-t-elle? Partagez vos réflexions et discutons ensemble de l'avenir de notre planète. À très bientôt.